Bonjour à toutes et à tous, je suis Anna Francoville pour la prépa ISP et je vais revenir avec vous dans le cadre de cette vidéo sur le sujet de droit pénal tombé au concours d'inspecteur des douanes il y a un mois. Pour rappel, l'épreuve consiste en la rédaction d'une dissertation juridique en 3 heures et portant sur du droit pénal général et du droit pénal spécial, à l'exclusion donc de la procédure pénale. Le sujet cette année, la qualification juridique des faits en matière pénale, principes et limites. N'est pas un sujet d'une grande complexité, c'est un sujet qui a trait aux principes fondamentaux de la matière. L'intitulé n'est pas sibyllin, il ne révèle pas une grande technicité, donc a priori un sujet abordable. Abordable d'autant plus qu'en réalité le plan vous est donné dans l'intitulé. Principes et limites. Vous savez d'ores et déjà ce qui est attendu de vous dans le cadre de cette démonstration. Pour autant, et c'est une évidence, il ne fallait pas reprendre le plan tel quel, ce qui ne serait que la traduction en réalité d'une certaine paresse intellectuelle. Il était donc nécessaire de prendre de la hauteur, d'intellectualiser le sujet et de formuler des intitulés qui ne reprenaient pas de manière explicite principes et limites. En application de la méthode qui vous a été enseignée à l'ISP, vous pouviez donc commencer cette dissertation bien évidemment par une introduction avec une accroche. Je vous propose pour ma part une citation d'Albert Camus qui indique, je cite, « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Bien évidemment, il fallait ensuite rattacher cette citation au sujet proposé en indiquant que les propos d'Albert Camus, appliqués à la matière pénale, traduisent cette nécessité de qualifier juridiquement les faits. Ce qui constitue en réalité la première étape préalable à tout le procès pénal entendu au sens large. Dans le cadre de cette introduction, vous deviez ensuite évidemment définir le sujet et préciser que la qualification juridique des faits, c'est une opération intellectuelle tendant à rattacher à des faits une catégorie juridique préalablement définie. C'est ce qui va finalement permettre l'application du droit. Ensuite de quoi, il fallait évidemment ancrer le sujet et préciser que la question de la qualification juridique des faits est forcément rattachée à un des principes fondamentaux de la matière, qui est le principe de l'égalité. Vous pouviez alors rappeler les sources tant nationales qu'internationales qui posent la nécessité de ce principe de l'égalité. Après quoi, vous deviez préciser l'importance de qualifier juridiquement les faits, non plus au regard du principe de l'égalité pénale, mais au regard des conséquences qui en découlent. En effet, c'est la qualification juridique des faits qui va déterminer le cadre légal applicable au stade des poursuites, qui va déterminer les moyens de contrainte qui peuvent être employés par les forces de l'ordre, qui va déterminer la juridiction qui doit être saisie, qui va enfin déterminer la peine qui peut être prononcée par les magistrats du siège. Bref, souligner l'importance de cette étape qui consiste à qualifier juridiquement les faits. Une fois que vous aviez balayé ces généralités dans l'introduction, il fallait problématiser le sujet, ce qui, encore une fois, ne devait pas vous poser beaucoup de difficultés en application de la méthode qui vous a été enseignée, puisqu'il fallait constater que la qualification juridique des faits constitue, d'une part, une garantie essentielle à la liberté de l'individu, puisque c'est la qualification juridique des faits qui prémunit la personne poursuivie de tout arbitraire potentiel du juge. Bref, c'est un cadre à l'office du magistrat. En parallèle, et c'est la question des limites de la qualification juridique des faits, il fallait constater que cet exercice de qualification, qui est réglementé et donc cadré, ne permet pas toujours d'entrer en voie de condamnation pour des faits qui, néanmoins, heurtent l'ordre public. Bref, c'était la question de la balance protection des libertés individuelles et garantie de la protection de l'ordre public. Vous pouviez alors envisager deux parties qui, en substance, reprennent cette dichotomie principe-limite, mais travailler les intitulés pour démontrer une réelle démonstration. Vous pouviez alors envisager, dans un grand 1, la qualification juridique des faits comme fondement de la légitimité du droit pénal, puis, dans un grand 2, la qualification juridique des faits à l'épreuve du principe de l'égalité pénale, autrement dit, les limites qui y sont inhérentes. Dans cette première partie, il fallait, dans un grand A, envisager l'étendue de la qualification juridique des faits comme cadre de l'office du juge. Il s'agit là réellement de revenir sur
ce qu'on entend par qualification juridique des faits, préciser que la qualification juridique des faits, c'est avant tout la réunion des 3 éléments constitutifs d'une infraction, l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Dans le cadre de l'élément légal, il fallait également préciser que c'est le législateur, avant tout, qui pose la première pierre de cet exercice consistant à qualifier juridiquement les faits. C'est le législateur qui va venir définir les infractions et les actes pouvant être incriminés. C'est également le législateur qui, au moyen des peines encourues, définit s'il s'agit d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. Législateur entendu au sens large, bien évidemment, puisqu'il peut s'agir d'un acte réglementaire venant déterminer une contravention. Bref, en tout état de cause, il fallait, dans le cadre de cette partie, indiquer que la classification tripartite des infractions constitue le premier critère de qualification dans le cadre de ces 3 grandes catégories que sont les contraventions, les délits et les crimes. En rentrant un peu plus dans les détails ensuite, il fallait préciser que le magistrat doit, dans le cadre de cette qualification juridique des faits, rechercher l'élément matériel et l'élément moral. Vous pouviez alors préciser et insister sur la complexité de cette qualification, puisque l'élément matériel recouvre différentes réalités. Il peut s'agir d'un acte de commission, un acte d'omission, etc. Insister également sur la nécessité, l'impératif qu'il y a pour le juge à rechercher cet élément matériel, puisque même, et c'était bon de le mentionner, même au titre de la tentative, il est essentiel de démontrer un commencement d'exécution, bref, un acte matériel. De la même manière, pour l'élément moral, vous pouviez préciser qu'il revêt une pluralité de réalités, avec le dol spécial, la faute pénale, etc. Dans une deuxième partie, pour ce grand 1, vous pouviez envisager la temporalité de la qualification juridique des faits comme garantie de la liberté individuelle. Il s'agit là d'indiquer que la qualification juridique des faits, si elle est susceptible d'évoluer tout au long du procès pénal, du moment où on intente les poursuites jusqu'au jour où on statue sur la peine, il y a quelque chose qui est fixe, c'est le moment où va devoir s'apprécier les faits et le moment où va devoir être fait cette qualification. Autrement dit, c'est la question de la non-rétroactivité de la loi pénale. Il fallait là indiquer que si le magistrat est tenu de qualifier juridiquement les faits, il ne peut le faire que si une loi venait réprimer les actes incriminés au moment où ces derniers ont été commis. Dans un grand 2, donc, vous pouviez envisager les limites sous un intitulé qui pouvait être « La qualification juridique des faits à l'épreuve du principe de l'égalité pénale », en envisageant dans une première sous-partie la qualification juridique des faits à l'épreuve de la multiplication des incriminations. C'est là la question des concours de qualification. Vous pouviez envisager la question des qualifications alternatives, la question des qualifications exclusives l'une de l'autre, en donnant tout le temps des exemples, évidemment, afin d'étayer vos propos. Et vous pouviez évidemment envisager la jurisprudence Ben Haddadi de 1960, que nous avions vu en cours et qui est essentielle dans le cadre de cette dissertation. Dans une deuxième sous-partie, dans ce grand 2, vous pouviez envisager la qualification juridique des faits à l'épreuve de la qualité rédactionnelle des textes. C'est là revenir au principe de l'égalité pénale, de dire que le magistrat est effectivement tenu par un texte, mais que néanmoins ces textes sont de plus en plus nombreux, c'était l'objet de notre première sous-partie, ce qui conduit à des concours de qualification, mais encore que ces textes ne sont pas toujours clairs, et que la question se pose de savoir quels sont les moyens dont dispose le juge pour qualifier juridiquement les faits lorsqu'un texte ne lui donne pas tous les éléments dont il a besoin. Il fallait alors revenir sur la question de l'interprétation stricte de la loi pénale et en montrer toutes les limites face à la nécessité d'assurer une protection effective de l'ordre public, en indiquant que parfois le magistrat était tenu effectivement de faire preuve finalement d'ingéniosité et d'un peu d'initiative pour pouvoir permettre la répression d'actes choquants et en tout cas perturbant l'ordre public. Vous pouviez alors mentionner cette célèbre jurisprudence de 2003 dans le cadre de laquelle la Cour de cassation vient indiquer que pour entrer en voie de condamnation dans le cadre de la complicité, il est autorisé de ne pas retenir une infraction principale punissable, mais un simple
fait principal punissable, ce qui est évidemment une interprétation contra legem et en tout état de cause n'est pas une interprétation stricte de la loi pénale, mais qui permet de qualifier juridiquement des faits a priori répréhensibles. Il fallait alors enfin conclure votre dissertation de manière claire en reprenant les éléments précédemment exposés et en proposant une ouverture qui pouvait être un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2013, Camilleri contre Malte, dans le cadre de laquelle la Cour de cassation insiste bien sur l'importance de cet exercice de qualification juridique des faits compte tenu des conséquences qui en découlent et notamment des peines applicables, puisque la Cour européenne des droits de l'homme est venue là constater que le pouvoir de qualification laissé au parquet maltais en matière de trafic de stupéfiants rendait imprévisibles les peines applicables et violait en conséquence le principe de l'égalité. En tout état de cause, pour plus de précision et plus de clarté, je vous invite à aller consulter, enfin vous pouvez aller consulter le corrigé de cette dissertation corrigé écrit qui est à disposition sur le site de l'ISP. Je vous remercie.